Savez-vous ce qui est amusant? Tout le monde pense que les gens intelligents évitent les foules parce qu'ils sont timides, maladroits, ou être juste un peu prétentieux. Mais ce n'est pas du tout ça. La vraie raison est beaucoup plus sombre et bien plus révélatrice de la nature humaine que quiconque ne veut l'admettre. Voyez-vous, lorsqu'une personne très intelligente entre dans une pièce bondée, il se passe quelque chose d'invisible, quelque chose que la plupart des gens ne remarqueront jamais, car ils sont trop occupés à jouer le jeu social pour voir le jeu lui-même. Et voici ce qui se passe. La foule se sent menacée, pas physiquement, pas consciemment, mais à un niveau psychologique primaire. Leur cerveau s'illumine, comme si quelqu'un venait de contester leur existence entière. Et voici le plus surprenant. La personne intelligente n'a même pas encore eu besoin de dire quoi que ce soit. Sa simple présence suffit. Bienvenue dans la guerre cachée que les solitaires intelligents mènent chaque fois qu'ils mettent les pieds dans une foule. Et croyez-moi, à la fin de ceci, vous comprendrez pourquoi ils préféreraient affronter n'importe quoi d'autre. L'intelligence perturbe la hiérarchie sociale, et les gens détestent ça. Commençons par le point le plus important. Les êtres humains sont des créatures hiérarchiques. Nous nous organisons selon des ordres de préséance depuis que nous vivons dans des cavernes. Et savez-vous ce qui maintient ces hiérarchies stables? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la perspicacité, ce n'est pas l'innovation. C'est l'accord, c'est la conformité, c'est le fait que chacun connaisse sa place et y reste. Maintenant, imaginez que quelqu'un entre dans un groupe et, sans même essayer, sans même parler, sa simple présence modifie la dynamique de pouvoir. C'est être sa façon d'observer avant de parler. C'est être la profondeur dans ses yeux qui suggère qu'il voit 3 niveaux plus loin que tout le monde. C'est être simplement la confiance tranquille qui émane de quelqu'un qui n'a pas besoin de validation extérieure. Quoi que ce soit, les gens le sentent et leur cerveau l'interprète comme une menace pour leur statut. Voici ce qui est fou. Les chercheurs ont découvert que lorsque les gens rencontrent quelqu'un qu'ils perçoivent comme plus intelligent, leur amygdale, la partie du cerveau responsable de la détection des menaces, s'active réellement. C'est la même réponse que vous auriez si quelqu'un vous menaçait physiquement. Alors, quand cette personne intelligente finit par parler, quand elle offre une idée plus nuancée, plus réfléchie, plus précise que ce que tous les autres disaient, la foule ne pense pas « Oh, comme c'est intéressant », ils pensent « Pour qui se prend cette personne ?» Parce que cette perspicacité vient de rabaisser le statut de tous les autres dans la pièce. Cela a exposé la superficialité de leurs pensées. Cela les a fait paraître moins impressionnants par comparaison. Et les gens ne pardonnent pas cela. Ils ne le peuvent pas. Leurs égos ne le leur permettent pas. Alors, au lieu de s'engager avec l'idée, au lieu d'être curieux ou reconnaissant pour une nouvelle perspective, ils font ce que les humains ont toujours fait quand leur statut est menacé. Ils attaquent, non pas avec des poings, mais avec des armes sociales, le rejet, la moquerie, le changement de sujet, faisant sentir à la personne intelligente quel est le problème pour avoir réfléchi trop profondément. Et après suffisamment de ces rencontres, la personne intelligente apprend que les foules ne sont pas des espaces sûrs pour la vraie pensée. Ce sont des champs de bataille où chaque idée authentique est traitée comme un acte d'agression. Alors ils arrêtent de venir. Le cauchemar de Dunning-Kruger. Voulez-vous savoir à quoi ressemble l'enfer pour une personne intelligente? C'est être entouré de gens qui ont tort sur tout, avec confiance, bruyamment et fièrement, et être incapable de dire quoi que ce soit sans devenir le méchant. Bienvenue dans l'effet Dunning-Kruger en action. Pour ceux qui ne le savent pas, l'effet Dunning-Kruger est ce magnifique phénomène psychologique où les gens ayant le moins de connaissances sur un sujet sont les plus confiants. Et les gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, ils sont pleins de doutes et de nuances. Maintenant, imaginez ce scénario. Vous êtes à une soirée, quelqu'un lance un sujet, disons, le fonctionnement de l'économie, et cette personne, qui a être lu un tweet viral ou regardé une vidéo YouTube, commence à tenir la cour, expliquant tout cela de manière incorrecte, mais avec tellement de conviction que tout le monde hoche la tête. Et vous avez réellement étudié l'économie, vous comprenez la complexité, vous voyez les 50 facteurs différents que cette personne ignore, alors vous essayez d'ajouter un peu de nuance, doucement, respectueusement. Eh bien, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, et savez-vous ce qui se passe? La salle se retourne contre vous. Pourquoi es-tu si négatif? Tu ne peux pas juste laisser les gens avoir une conversation? Mon Dieu, tu dois être épuisant dans les fêtes. Voyez-vous, c'est là le problème. Dans une foule, la confiance bat l'exactitude à chaque fois. Les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent se sentir bien. Ils veulent des explications simples
qui les font se sentir intelligents de les comprendre. Ils veulent faire partie du groupe qui est d'accord sur quelque chose, même si ce quelque chose est complètement faux. Et quand vous arrivez avec une connaissance réelle, avec une vraie profondeur, avec l'audace de suggérer que peut-être les choses ne sont pas aussi simples que tout le monde le voudrait, vous ne les éduquez pas. Vous menacez leur confort, vous les faites se sentir stupides. Et les gens vous pardonneront presque tout, sauf de les avoir fait se sentir stupides devant les autres. Donc, la personne intelligente apprend assez vite. Dans les foules, vous avez deux choix, jouer à l'imbécile et s'intégrer, ou être honnête et se faire exclure. La plupart d'entre eux choisissent l'option 3, ne pas venir du tout. Les foules exigent une conformité cognitive, ou alors gare à vous. Voici quelque chose dont personne ne parle. Quand vous êtes dans un groupe, il y a cette pression invisible de penser comme le groupe pense, de voir ce que le groupe voit, d'arriver aux mêmes conclusions que le groupe. Cela s'appelle la pensée de groupe. Et c'est partout dans les foules. Il y a toujours un récit dominant, toujours un consensus qui se forme. Et une fois que ce consensus prend forme, une fois que le groupe a collectivement décidé quelle est la bonne opinion, quiconque s'en écarte devient un problème. Pas une personne avec une perspective différente, pas quelqu'un offrant un angle nouveau, mais un problème. Et c'est là que les gens intelligents se font piéger. Ils ne peuvent s'empêcher de dévier. Leur cerveau ne fonctionne pas en pilote automatique. Ils n'absorbent pas simplement l'opinion du groupe pour la régurgiter avec un sourire. Ils analysent, ils questionnent, ils voient les failles dans la logique, ils envisagent des explications alternatives. Et quand ils expriment ces alternatives, le groupe ne l'accueille pas comme une diversité intellectuelle. Ils le vivent comme une trahison. Parce que, dans une foule, accord égale sécurité. L'accord signifie que nous sommes tous dans la même équipe. L'accord renforce les liens sociaux qui maintiennent le groupe ensemble. Le désaccord menace tout cela. Alors quand la personne intelligente dit « mais, et si, nous avions tort à ce sujet » ou « avez-vous considéré que peut-être » la foule n'entend pas une question, elle entend une attaque. Cela force les gens à affronter le fait que peut-être ils ont suivi le groupe, non pas parce que le groupe a raison, mais parce que suivre est plus facile que de penser de manière critique. Et la plupart des gens, ils ne veulent vraiment pas affronter cela. Alors ils tirent sur le messager à la place, la surcharge sensorielle. Parlons de quelque chose qui semble presque physique. Lorsqu'une personne très intelligente entre dans un espace bondé, son cerveau ne traite pas seulement les choses évidentes, les conversations, la musique, le chaos visuel. Il traite tout, chaque micro-expression, chaque changement de ton, chaque dynamique de pouvoir subtil se jouant en temps réel, chaque contradiction entre ce que les gens disent et ce que leur langage corporel révèle, chaque modèle, chaque anomalie. C'est comme si leur cerveau exécutait 100 programmes différents simultanément, tous alimentant des données dans leur conscience. Et savez-vous à quoi cela ressemble? À la noyade. Pendant que tous les autres passent un bon moment à surfer sur la vague de l'énergie sociale, à bavarder, à rire et à vibrer, le système nerveux de la personne intelligente est en surchauffe. Leur cerveau leur hurle des informations qu'ils ne peuvent pas éteindre. Ils captent des tensions que personne d'autre ne remarque. Ils voient à travers des performances sociales que tous les autres achètent complètement. Ils ont 3 coups d'avance dans chaque conversation, prédisant où cela va aller et étant déjà épuisés par la prévisibilité de la chose. Et le bruit, mon Dieu, le bruit. Pas seulement le volume littéral, bien que ce soit déjà assez grave, mais le bruit cognitif, l'encombrement mental, le barrage constant de stimuli que leur cerveau insiste pour analyser parce que c'est ce que fait leur cerveau. La plupart des gens peuvent filtrer. Ils peuvent ignorer les choses non pertinentes et se concentrer sur la conversation en phase 2. Les gens intelligents ne le peuvent souvent pas, ou ils le peuvent, mais cela demande tellement d'efforts qu'en 1 heure, ils sont complètement vidés. Et voici la partie qui rend les choses pires. Personne ne comprend. Détends-toi juste. Arrête de trop penser. Tu es trop sensible. Mais ils ne sont pas sensibles. Leur cerveau est juste câblé pour traiter plus d'informations, faire plus de connexions, voire plus de couches. C'est comme demander à quelqu'un doté d'une ouïe supersonique d'ignorer simplement le son d'un réacteur d'avion. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas un choix. C'est ainsi que leur système fonctionne. Donc les foules ne sont pas seulement inconfortables pour les gens intelligents. Elles sont physiquement, neurologiquement accablantes. Et la seule façon de récupérer est de tout éteindre et de se retirer dans le silence. Pas parce qu'ils détestent les gens, mais parce que leur système nerveux a littéralement besoin de cette réinitialisation. Le travail émotionnel qui n'est jamais réciproque.
Voici quelque chose qui va vous énerver une fois que vous le remarquerez. Dans les cadres sociaux, les gens intelligents font constamment un travail émotionnel pour les autres, lisant constamment la salle, ajustant constamment leur style de communication pour correspondre à la personne à qui ils parlent, simplifiant constamment leurs pensées, adoucissant leurs idées, se faisant plus petits pour que les autres se sentent à l'aise. C'est un travail épuisant et c'est complètement à sens unique parce que savez-vous ce qui se passe quand une personne intelligente a besoin de ce même accommodement, quand ils ont besoin que quelqu'un les rejoigne à leur niveau, s'engage avec leurs idées, pense réellement profondément avec eux, personne ne le fait. Au lieu de cela, ils obtiennent des regards vides. Ils voient des gens vérifier leur téléphone. Ils obtiennent l'équivalent conversationnel d'une petite tape sur la tête. C'est sympa, l'ami. Avant que quelqu'un ne change de sujet pour revenir à quelque chose de superficiel, le message est clair. Nous attendons de vous que vous descendiez à notre niveau, mais n'osez pas espérer que nous montions au vôtre. Et c'est le contrat dans les foules. Vous pouvez participer, mais seulement si vous vous rendez digeste, seulement si vous traduisez votre complexité en simplicité, seulement si vous jouez la version de vous-même qui met tout le monde à l'aise. Mais qui vous met à l'aise? Vous, qui fait l'effort de vous comprendre? Personne, parce que dans une foule, l'attente est que tout le monde se rencontre au plus petit dénominateur commun. Et si vous êtes capable de plus que cela, si vous avez besoin de plus que cela, c'est votre problème, pas le leur. Donc la personne intelligente reste assise là à faire tout ce travail émotionnel, jonglant entre ses pensées réelles et ce qui est socialement acceptable de dire, et ne recevant rien en retour. Pas de stimulation intellectuelle, pas de connexion authentique, pas le sentiment que quiconque se soucie vraiment de qui ils sont réellement sous la performance. Et après suffisamment de cela, ils arrêtent de venir. Parce que pourquoi continueriez-vous à vous porter volontaire pour une relation unilatérale où l'on attend de vous que vous donniez tout et ne receviez rien? Vous ne le feriez pas, et eux non plus. Les foules vénèrent la superficialité et punissent la profondeur. Soyons brutalement honnêtes sur ce à quoi ressemblent les conversations dans les foules. Niveau de surface. Qui sort avec qui? Ce que tout le monde regarde sur Netflix, la météo, le travail, les potins, le sport, des observations de surface sur des sujets de surface qui nécessitent zéro engagement intellectuel. Et vous savez quoi? C'est très bien. Parfois, les gens veulent juste bavarder. Parfois, le badinage sert une fonction sociale. Mais voici le problème. Dans les foules, c'est tout ce qu'il y a. Essayez d'aller plus loin. Essayez d'orienter une conversation vers quelque chose de significatif, quelque chose de philosophique, quelque chose qui fait réellement réfléchir les gens. Et regardez ce qui se passe. Malaise, gêne, quelqu'un faisant une blague pour briser la tension. La conversation est ramenée directement vers des eaux sûres et peu profondes parce que la profondeur est dangereuse dans les foules. La profondeur exige de la vulnérabilité. La profondeur exige d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses. La profondeur exige de s'engager avec la complexité et de rester avec l'incertitude. Et la plupart des gens préféreraient mourir que de faire cela devant un groupe. Alors ils gardent les choses légères. Ils gardent les choses amusantes, ils gardent les choses sans signification. Et pour la personne intelligente qui vit pour la profondeur, qui a soif de conversation qui mène réellement quelque part, qui a besoin de stimulation intellectuelle comme d'autres ont besoin d'air, c'est une torture. C'est comme être invité à un festin et se voir servir du carton. C'est comme se présenter à un concert et avoir de la musique d'ascenseur. La personne intelligente est assise là, affamée de vraies connexions, de vraies idées, de vrais engagements. Et tout ce qu'elle obtient, c'est du badinage et des observations de surface. Donc la personne intelligente apprend que si vous voulez de vraies conversations, vous n'allez pas les trouver dans les foules. Vous allez les trouver dans des cadres en tête-à-tête avec les rares personnes qui sont capables d'aller là avec vous. Et partout ailleurs, ce n'est que du bruit. Les foules fonctionnent sur l'intelligence collective, qui est toujours inférieure à l'intelligence individuelle. Voici quelque chose qui va vous époustoufler. Quand les gens forment une foule, quelque chose de bizarre arrive à leur capacité cognitive. Elles ne s'additionnent pas, elles font la moyenne. Et cette moyenne, elle est toujours tirée vers le bas, vers le plus petit dénominateur commun. Il y a de vraies recherches là-dessus. Cela s'appelle l'intelligence collective. Et bien que cela semble impressionnant, voici ce que cela signifie vraiment. La capacité de résolution de problèmes d'un groupe est limitée par ses membres les moins capables. Pensez-y une seconde. Vous pourriez avoir 5 personnes brillantes dans une pièce. Mais si la 6e personne ne comprend pas, ne peut pas suivre, ou se sent menacée par la complexité, le groupe entier doit ralentir, simplifier, niveler par le bas.
Parce que les groupes prennent des décisions par consensus, et le consensus exige que tout le monde soit d'accord. Et mettre tout le monde d'accord signifie réduire tout au niveau que le penseur le plus lent peut saisir. Maintenant, imaginez que vous êtes la personne intelligente dans cette pièce. Vous pouvez voir la solution. C'est clair comme de l'eau de roche pour vous. Vous pouvez voir comment toutes les pièces s'emboîtent, comment la logique s'enchaîne, comment le problème peut être résolu en 3 étapes élégantes. Mais quand vous essayez de l'expliquer au groupe, une personne ne comprend pas l'étape 2, une autre personne est confuse par la terminologie, une 3e personne se sent intimidée par la complexité et se ferme. Alors que se passe-t-il? Le groupe ne s'élève pas pour rencontrer votre intelligence. Vous êtes tiré vers le bas pour rencontrer la leur. Votre solution élégante en 3 étapes se fait hacher, simplifier, diluer jusqu'à ce qu'elle soit à peine reconnaissable. Et au moment où le groupe s'accorde sur quelque chose, ce n'est même plus une bonne solution. C'est juste la solution que tout le monde pouvait comprendre. Mais voici où cela devient vraiment tordu. Le groupe se félicite alors de collaborer, de travailler ensemble, de valoriser l'apport de chacun, alors que ce qui s'est réellement passé, c'est que l'intelligence dans la pièce a été systématiquement supprimée pour que les gens moins intelligents se sentent inclus, et la personne intelligente, elle est assise là, à regarder une idée parfaitement bonne se faire détruire en temps réel. Et elle ne peut rien dire à ce sujet sans passer pour quelqu'un d'arrogant. Parce qu'au moment où vous suggérez que peut être, juste peut être, la pensée collective du groupe produit de pires résultats que si une personne l'avait simplement résolu seule. Vous avez violé la règle sacrée des foules. La contribution de chacun a une valeur égale. Sauf que ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Mais les foules ne peuvent pas admettre cela sans se fracturer. Alors elles maintiennent la fiction. Elles prétendent que les décisions de groupe sont intrinsèquement meilleures que les individuelles. Elles se disent que 2 têtes valent mieux qu'une. Mais la personne intelligente connaît la vérité. 2 têtes ne valent mieux qu'une, que si la 2e tête ajoute réellement quelque chose de valable. Si elle ne fait que ralentir la première tête, l'obligeant à expliquer des concepts de base, la forçant à compromettre la qualité au nom de l'inclusivité, alors 2 têtes ne valent pas mieux qu'une, elles sont pires. Et c'est pourquoi les gens intelligents détestent les projets de groupe, détestent les décisions de comité, détestent toute situation où leur pensée doit être filtrée à travers les limitations cognitives des autres, parce qu'ils n'apprennent pas du groupe, ils ne sont pas mis au défi par le groupe, ils ne reçoivent pas de meilleures idées du groupe, ils sont handicapés par lui, et après des années à regarder leurs idées se faire simplifier, diluer, et finalement ignorés en faveur de ce que le groupe peut collectivement comprendre, ils arrêtent de participer, pas parce qu'ils pensent être meilleurs que tout le monde, mais parce qu'ils ont réalisé que les foules les rendent activement pires. Elles les rendent plus lents, moins créatifs, moins efficaces. Et la personne intelligente préférerait travailler seule et produire quelque chose d'excellent, plutôt que de travailler avec un groupe et produire quelque chose de médiocre. Parce que les foules n'élèvent pas l'intelligence, elles l'étouffent. Les foules fonctionnent sur des états émotionnels partagés, et l'intelligence perturbe le flux. Voici quelque chose de fou, dont personne ne parle. Quand les gens se rassemblent en foule, il se passe quelque chose au niveau neurologique. Leurs cerveaux commencent à se synchroniser. Ils commencent à fonctionner sur la même longueur d'onde émotionnelle. Cela s'appelle la contagion émotionnelle, et c'est puissant. Vous l'avez vu arriver. Quelqu'un commence à rire à une fête, et soudain tout le monde rit. Quelqu'un se met en colère dans une réunion, et la tension se propage dans la pièce comme une traînée de poudre. Quelqu'un est excité par quelque chose, et cette énergie devient contagieuse. Cette synchronisation est ce qui rend les foules vivantes. C'est ce qui crée ce sentiment de connexion, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et la plupart des gens, ils adorent ça, ils en ont besoin. C'est pourquoi les concerts semblent électriques, pourquoi les stades de sport bourdonnent d'énergie, pourquoi les manifestations peuvent sembler si puissantes. Mais voici le problème pour les gens intelligents. Leur cerveau ne se synchronise pas de la même manière, pas parce qu'ils sont froids ou sans émotion, mais parce qu'ils traitent à un niveau différent. Pendant que tous les autres surfent sur la vague émotionnelle, le cerveau de la personne intelligente fait tout autre chose. Il analyse, il observe, il remarque les schémas derrière l'émotion, au lieu de simplement ressentir l'émotion elle-même. Il regarde la foule s'exciter pour quelque chose et remarque simultanément que la chose pour laquelle tout le monde est excité n'a en fait aucun sens logique, ou que la colère partagée est basée sur des informations incomplètes, ou que l'enthousiasme collectif est manipulé par quelqu'un qui sait exactement sur quels boutons émotionnels appuyer. Et cette conscience crée une distance. La personne intelligente
ne peut pas s'abandonner totalement à l'état émotionnel partagé, parce qu'une partie de son cerveau reste toujours à l'extérieur, l'examinant, le questionnant, et la foule peut sentir cette distance. Ils peuvent sentir quand quelqu'un n'est pas complètement avec eux émotionnellement, quand l'énergie de quelqu'un ne correspond pas à l'énergie de la pièce, quand quelqu'un se retient au lieu de plonger. Et cela les dérange beaucoup. Ainsi, la personne intelligente devient l'étranger, le rabat-joie, la personne qui ne sait pas s'amuser, alors qu'en réalité, elle est juste câblée pour observer les émotions, plutôt que d'être consumée par elles. Et dans une foule où tout le monde fonctionne sur des sentiments synchronisés, cela les rend incompatibles avec l'expérience entière. Les foules forcent à la performance, alors que les solitaires ont besoin d'authenticité pour fonctionner. Voici quelque chose qui touche au vif. Les solitaires intelligents ne préfèrent pas juste l'authenticité. Ils en ont besoin pour fonctionner mentalement. Leurs cerveaux ne peuvent littéralement pas fonctionner à pleine capacité quand ils jouent un rôle social, quand ils font semblant, quand ils changent de code pour s'intégrer. Ce n'est pas une préférence, c'est une nécessité cognitive. Voyez-vous, la plupart des gens peuvent compartimenter. Ils ont leur moi au travail, leur moi à la maison et leur moi social, et ils peuvent basculer entre ces versions sans que cela ne leur coûte rien. C'est fluide, naturel, facile. Mais pour le solitaire intelligent, ce basculement a un coût cognitif massif, parce que son intelligence n'est pas séparée de sa personnalité. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent allumer et éteindre. Leur façon de penser, leur façon de traiter l'information, leur curiosité naturelle et leur profondeur, c'est qui ils sont à un niveau fondamental. Et les foules exigent qu'ils cachent cela, pas explicitement. Personne ne dit « S'il te plaît, sois moins toi-même ». Mais la pression est là, constante et suffocante. Et chaque minute qu'ils passent à jouer cette fausse version d'eux-mêmes, leur capacité cognitive réelle diminue, leur créativité s'éteint, leur capacité de résolution de problèmes s'émousse, leur clarté mentale devient brumeuse. C'est comme si leur cerveau passait en mode économie d'énergie, parce qu'ils dépensent toutes ses ressources à maintenir la performance, au lieu de penser réellement. Et voici la chose qui rend cela insupportable. Ils peuvent le sentir arriver. Ils peuvent se sentir devenir plus stupides en temps réel, sentir leurs pensées devenir plus lentes, plus superficielles, plus ordinaires. Et pour quelqu'un dont l'intelligence est le moyen principal d'interagir avec le monde, dont la clarté de pensée est l'encre, la boussole, le sens de soi, ce sentiment est terrifiant. C'est comme se regarder disparaître tout en étant encore conscient. Alors, ils s'échappent vers la solitude, non pas parce qu'ils sont asociaux, mais parce que la solitude est le seul endroit où ils peuvent être complètement authentiques, et l'authenticité est le seul état où leur cerveau peut fonctionner correctement. Quand ils sont seuls, ils n'ont pas à jouer un rôle, ils n'ont pas à changer de code, ils n'ont pas à supprimer, simplifier ou faire semblant. Ils peuvent penser à pleine vitesse, suivre les idées où qu'elles mènent, se poser les questions difficiles, explorer la complexité sans s'excuser, et dans cet état d'authenticité complète, leur intelligence revient en ligne, leur créativité coule, leur clarté mentale revient. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la restauration. C'est leur cerveau qui est enfin autorisé à travailler comme il a été conçu pour travailler. Et une fois qu'ils ont vécu cela, une fois qu'ils ont senti la différence entre performer dans les foules et être authentique dans la solitude, il n'y a pas de retour en arrière, parce qu'ils ont appris que les foules ne drainent pas seulement leur énergie sociale, elles drainent leur capacité cognitive. Elles les rendent moins intelligents, moins créatifs, moins eux-mêmes. Et aucune quantité de connexion sociale ne vaut ce prix. Pas quand la solitude offre quelque chose que les foules ne peuvent jamais offrir. La liberté d'être complètement, sans excuse, eux-mêmes. Et la clarté cognitive qui vient avec. Le tête-à-tête est là où réside la vraie connexion. Voici la chose qui confond le plus les gens à propos des solitaires intelligents. Ils ne supportent pas les foules, mais mettez-les dans une conversation en tête-à-tête avec quelqu'un qui comprend vraiment, quelqu'un qui pense profondément, quelqu'un qui pose de vraies questions, quelqu'un qui n'a pas besoin que tout soit expliqué en termes simples. Soudain, ils sont la personne la plus engagée, la plus présente, la plus sociale que vous ayez jamais rencontrée. Parce que le problème n'a jamais été les gens, c'était la profondeur. Dans une foule, les conversations sont intrinsèquement superficielles. Elles doivent l'être. Vous ne pouvez pas avoir 20 personnes engagées dans une discussion philosophique profonde sur la nature de la conscience, tout en restant debout à tenir des verres. Donc, tout le monde se rabat sur le badinage, sur des sujets sûrs, sur des échanges de surface
qui ne risque pas de mettre quelqu'un mal à l'aise. Et pour une personne intelligente, c'est comme essayer de survivre avec un régime de barbe à papa. C'est doux, c'est agréable, mais il n'y a pas de substance, pas de nutrition, rien qui ne satisfasse réellement. Mais dans une conversation en tête-à-tête, tout change. La pression disparaît. Il n'y a pas de foule pour laquelle performer, pas de consensus à maintenir, pas de hiérarchie sociale à naviguer. C'est juste deux personnes explorant des idées ensemble, allant en profondeur, devenant vulnérables, pensant réellement au lieu de juste parler. Et c'est là que les solitaires intelligents s'animent, parce que c'est ce qu'ils désiraient depuis le début. Pas moins d'interaction sociale, mais une interaction sociale plus significative. Ils préféreraient avoir une conversation de 3 heures avec quelqu'un qui les met au défi intellectuellement plutôt que 100 échanges de 3 minutes, avec des gens qui ne font que remplir l'air de bruit, qualité sur quantité, profondeur sur étendue. Et la belle ironie, la chose qui les fait paraître asociaux dans les foules, est exactement la même chose qui fait d'eux des compagnons incroyables en tête-à-tête. Leur intensité, leur profondeur, leur refus de s'engager dans un bavardage sans signification. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des caractéristiques, mais les foules ne peuvent pas apprécier ces caractéristiques. Les foules ont besoin de simplicité, les foules ont besoin de conformité. Alors les solitaires intelligents choisissent leur bataille. Ils gardent leur énergie pour les personnes et les espaces où leur profondeur est valorisée et non punie. Et partout ailleurs, ils restent chez eux. Alors, pourquoi les solitaires très intelligents ne supportent-ils pas les foules? Parce que les foules sont conçues pour les écraser, pas consciemment, pas délibérément, mais systématiquement à travers le rejet de leurs idées, la punition de leur profondeur, l'épuisement de leur suppression et l'hostilité des environnements qui récompensent la conformité plutôt que l'intelligence. Les foules ne veulent pas de penseurs, elles veulent des participants. Et les solitaires intelligents, ce ne sont pas des participants, ce sont des observateurs, des analystes, des chercheurs de vérité. Et cela les rend incompatibles avec le but de la foule. Alors, ils choisissent la solitude, non par faiblesse, mais par sagesse. Parce qu'ils ont appris que leur clarté mentale, leur liberté intellectuelle, leur capacité à penser profondément et indépendamment, cela vaut plus que l'approbation de n'importe quelle foule. Ils ont appris qu'être seul vaut mieux que d'être entouré de gens qui vous font vous sentir seul de toute façon. Et ils ont appris que la vraie tragédie n'est pas leur isolement, c'est que la foule ne saura jamais ce qu'elle a manqué. Si vous vous êtes déjà senti comme l'étranger, dans une pièce pleine de monde, si vous avez déjà dû vous niveler par le bas, juste pour vous intégrer, si vous avez déjà choisi de rester chez vous, plutôt que de jouer une autre mascarade sociale épuisante, sachez que vous n'êtes pas le problème. Et laissez un commentaire ci-dessous pour dire quelle raison a le plus résonné en vous. Parlons-en, parce que plus nous comprenons cette dynamique, moins elle a de pouvoir sur nous.